Bonsoir à tous. Déjà, avant d'entamer le vif du sujet, je voulais en fait beaucoup vous remercier, de m'avoir proposé de participer moi je suis une petite nouvelle, hein, dans le monde de la génétique et des maladies osseuses parce que, vous avez dit mon titre est très ronflant, enfin mes compétences sont ronflantes, mais de base je suis pédiatre et endocrinologue et en fait c'est parce que je suis endocrinologue pédiatre que, j'ai aussi un peu quelques compétences en obésité ou en gynécologie, mais tout ça en fait ça fait partie de la grande famille de l'endocrinologie. Initialement, c'était pas tout à fait dans les perspectives, d'atterrir dans un service de génétique et puis, globalement, j'ai vu de la lumière et le professeur Fèvre m'a dit: «Eh tiens, et si tu voulais venir chez nous?» Et ça se passe plutôt bien et il se trouve que, avant même de rentrer dans le service, je suis allée à une des journées mock à Necker et c'est vous que j'ai rencontré en premier. Vous saviez que j'allais arriver avant même que moi je sache dans quel, lieu j'atterrissais, donc c'était quand même assez enfin voilà, ça a quand même du sens et bon, heu, je plaisante en disant petite nouvelle de génétique, mais ce qui est vrai, c'est que, l'endocrinologue pédiatre, il est très intéressé par tout ce qui est trouble de la croissance et qui dit croissance dit forcément os et peut-être quand même parmi les autres spécialités qui ne sont pas des généticiens, les endocrinologues, on fait partie de ceux pour lesquels on est quand même les plus proches. Néanmoins, eh bien, c'est vrai qu'en particulier le syndrome Nail-Patella, ça reste quand même quelque chose de rare, très probablement sous-diagnostiqué, mais de manière très personnelle, sans rompre le secret médical, je suis 3 patients. Donc voilà, je ne vais vraiment pas ce soir me poser en référente ou en surspécialiste. En revanche, mon rôle dans le service de génétique, ça a été dès le départ de dire, et ça c'est à mettre au crédit du professeur Fèvre à Dijon, mais je crois que ça fait des petits, en tout cas l'idée fait des petits. Et ben, on a besoin de quelqu'un qui, finalement sert de pivot central, qui aura pas forcément les compétences, dans tous les domaines que implique un syndrome en génétique, parce que la plupart du temps quand même, il y a beaucoup, de questions qui se posent, mais quelqu'un qui connaît à la fois le système, les enfants, un peu la pathologie quand même, c'est mieux, ça a du sens et c'est ce rôle-là, en fait, de coordinateur. Alors, je peux avoir double casquette, c'est-à-dire que je reste quand même, moi, endocrinologue pédiatre, donc dès que, on revient à des questions d'endocrinologie, en général, là, je suis plus dans le soin, mais c'est vrai qu'il y a cette question de coordination qui est, à mon sens, en tout cas, je le découvre tous les jours, très cruciale et souvent en pédiatrie, même s'il y a pas de coordonnateur, défini, il y a souvent quand même un des pédiatres, parce que c'est sa surspécialité, qui va prendre en charge et puis, qui au moins s'occupe, de s'assurer que le reste est fait parce que c'est quand même l'ADN du pédiatre de dire: «On ne s'occupe pas d'une maladie, on s'occupe d'un enfant» et souvent d'ailleurs aussi de la famille. J'y reviendrai un tout petit peu à la fin parce que c'est pas ce soir, mais on a un peu plus de difficultés dans le monde adulte et probablement c'est pas à vous que je vais l'apprendre et donc oui, je j'abonde dans le sens de dire que peut-être, en tout cas, si on met des bases, solides au départ, ça aidera peut-être sur toute la transition qui est un grand, grand challenge. Hem, alors j'espère que je vais pas être, trop, barbante, si jamais alors vos micros sont coupés, mais si, vous avez vraiment envie d'intervenir, j'imagine que dans le chat on voit les questions et vous hésitez pas. Déjà, je me suis dit: je vais repartir de la définition». C'est bête, mais je me rappelle de ce que mes maîtres faisaient avant, on faisait de la sémantique et bon, parce que finalement je le fais tous les jours, mais je me pose jamais la question. C'est quoi, la définition de coordonnées? Alors, il y a la question de former un tout efficace ou harmonieux. Bon, je vous laisserai me dire à quel point l'hôpital et les soins en France sont efficaces, l'harmonie, ça c'est peut-être autre chose. Ordonner des éléments séparés, donc combiner des actions et des activités distinctes. Alors oui, ça me parle parce que alors ça, qu'est-ce qu'on en a des activités? Puis alors distinctes, oui, mais justement arriver à les faire fonctionner ensemble pour faire un ensemble cohérent ou atteindre un résultat déterminé. On est d'accord, vous prenez les choses avec les pincettes parce que je suis quand même pas dans le déterminisme et puis dans l'idée de disposer de manière cohérente, enfin voilà, on revient toujours sur ce thème de cohérence, mais de parties différentes d'un ensemble. Alors ça plaît beaucoup à nos décideurs, hein, le maximum d'efficacité dans l'accomplissement d'une tâche définie. Bon, on peut revenir aussi, c'est quoi l'efficacité ou l'efficience? Après, on pourrait se dire: «Est-ce qu'on va coordonner des patients?» Bon, je vous rassure, dans la définition, en fait, être coordonné, ça s'adapte pas du tout aux patients, hein, parce que c'est les bonnes coordinations, une similitude de couleurs ou des mots et des propositions en français. Bon, il y a quand même on trouve quand même que l'adjectif, c'est être coordonnable. Alors, est-ce que le suivi médical, est-ce que le suivi, non médical d'un patient, d'une personne, c'est coordonnable? En tout cas, on parle, mais alors ça, c'est peut-être un mot à la mode, mais finalement, c'est pas à la mode quand même, de la coordination des soins et
il y a une définition très précise. La coordination des soins, c'est l'action conjointe des professionnels de santé et des structures de soins, donc on ne parle pas uniquement des professionnels, pour organiser la meilleure prise en charge des patients en situation complexe. Et effectivement, dès qu'on s'adresse à un certain nombre de syndromes, et le syndrome Nail-Patella en fait pas exception, bah, il y a de la question de la complexité. Alors on y arrive. En termes d'orientation dans le système, et quel système? De programmation des étapes diagnostiques et thérapeutiques, et d'organisation du suivi. Théoriquement, ça s'intègre dans la coordination du parcours de santé. Et bon, il me semble quand même que l'objectif, finalement, il résume bien tout ça, c'est finalement que le patient puisse bénéficier de la bonne réponse, alors qu'elle soit médicale, médico-sociale ou sociale. Et souvent, ce n'est pas le médical qui est le plus complexe à coordonner, au bon endroit et au bon moment. Et c'est ça, je pense, vraiment l'intérêt de la coordination. Bon, une fois que j'ai dit ça, hop, on rentre chez nous et c'est fait, on a fait la soirée. Mais comment on y arrive? Ça repose pas que sur une personne. C'est un de mes rôles, mais clairement, dans le service, par exemple, je peux en reparler à la fin, on est plusieurs à faire ça. En quoi ça concerne le syndrome Nail-Patella? Alors, je suis sûre que je vais rien vous apprendre. Clairement, ça, vous connaissez tout par cœur, mais OK, c'est une maladie rare, très rare. Multisystémique parce que ça touche énormément de choses et le système de soins français fait vraiment que tout a été éclaté. Autant les pédiatres, on reste à peu près généralistes dans notre formation, mais quand même, on a tous vraiment nos casquettes. Et c'est clairement un challenge. Alors, avant tout diagnostic, je pense que nombre d'entre vous avez eu affaire plus ou moins à l'errance diagnostique. Les signes sont assez spécifiques, mais très mal connus. En dehors des généticiens, il y a peu, et d'orthopédistes probablement, il y a peu de gens qui connaissent. Et c'est là où il y a toute l'importance aussi de l'organisation en filière de soins, le maillage territorial des centres de référence, enfin du centre de référence et des centres de compétences. Euh, et ça, on va le retrouver. Alors, ce que je dis, j'aurais pu le transposer à 99 des syndromes que je suis amenée à suivre en génétique, enfin des patients que je suis qui ont des syndromes génétiques. Évidemment, c'est un challenge thérapeutique parce que, OK, on n'a pas de traitement, spécifique, curatif, mais il peut y avoir tellement de prises en charge à proposer qu'il faut qu'à la fois elles se coordonnent entre elles et en même temps qu'elles rendent service. Et puis, à mon sens, ça va ensemble, hein, mais c'est le challenge de la qualité de vie. Et c'est ça, en fait, l'idée de coordonner, c'est que tout ça, ça marche ensemble. Alors ça, vous la connaissez encore mieux que moi. Alors je suis surtout repartie sur la filière Oscar, qui est donc la filière référente des maladies osseuses constitutionnelles, mais la filière Handirard aussi est largement impliquée, donc ça, c'est plus sur les anomalies de développement, avec ou sans déficience intellectuelle. Ça aussi, c'est une grande difficulté. C'est-à-dire qu'en France, on a été quand même pionnier pour mettre en place des filières de soins de maladies rares pour essayer de coordonner des acteurs qui, sur tout le territoire, connaissaient ou faisaient la même chose sans le savoir ou pas tout à fait la même chose, mais justement pour essayer de progresser là-dessus. La petite difficulté, c'est que souvent, initialement, ces filières, elles se sont faites historiquement en fonction des intérêts des professionnels des uns et des autres. Et donc, bah, il n'est pas rare d'avoir des filières qui fonctionnent en parallèle sans se connaître, où vous allez avoir une filière qui est un peu référente pour une pathologie, mais bah, si par exemple, il y a une problématique beaucoup plus sur le côté, crânien, alors que ce n'est pas du tout la filière Oscar, par exemple, bah oui, il faut aller sur l'autre filière. Donc c'est quand même intéressant d'avoir des personnes au sein des filières, déjà qui, coordonnent le soin, mais aussi qui se parlent entre eux pour savoir ce qui se passe juste à côté. En tout cas, normalement, la filière, c'est une façon de coordonner, encore une fois, la coordination. Un réseau en réseau, en fait, un ensemble d'acteurs qui va associer, certes, des centres de soins hospitaliers, mais aussi des laboratoires de diagnostic, la recherche, des structures sociales et médico-sociales, les universités, les associations, voire tout autre partenaire ou institution. Alors, normalement, plutôt dans le champ des maladies rares. Et c'est là où il faut arriver à travailler ensemble. Ça fonctionne maintenant plutôt bien. Ça, je pense que vous le savez aussi. Oscar, c'est pas uniquement d'ailleurs les maladies osseuses constitutionnelles. Et ça regroupe aussi tout ce qui est dysplasie fibreuse, le syndrome d'Ehlers-Danlos pour certains et les maladies rares du métabolisme phosphocalcique. Et ça peut être intéressant parce que parfois, il y a quand même des formes frontières. C'est souvent pas les mêmes personnes au sein des centres de référence, mais dans les centres de compétences, c'est souvent les mêmes parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Donc on se connaît quand même. Et je me suis réappuyée sur ce qui a été quand même une grosse production, pour le syndrome de Nail-Patella des 2 finalement centres de référence, anomalies de développement. Donc ça, c'était plutôt le nord-ouest et du centre, référence MOC, de Paris, qui a été la mise en place du PNDS. Donc maintenant, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins
On n'en a pas pour toutes les maladies rares, mais on en a beaucoup plus. Quand moi j'ai commencé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand j'ai passé ma thèse en 2011, à des PNDS, il devait y en avoir une dizaine. Maintenant, on en a largement une cinquantaine. Et ça, c'est un vrai outil de coordination parce que ça permet d'expliquer rapidement à l'ensemble des soignants, et en particulier, je pense aux médecins généralistes qui ont nécessairement leur place dans la coordination, qui sont forcément en lien et ont des patients qui ont des maladies rares, mais ils n'auront pas toutes les maladies rares. Sur les 3 millions de patients, ce n'est pas possible. Donc, avoir cet outil à la fois qui permet de discuter avec tous les soignants, qui est à votre disposition, hein, tous les patients y ont accès, il n'y a aucun problème, c'est trouvable sur internet sans difficulté. Ça permet d'avoir déjà cette base de comment on peut coordonner et qu'est-ce qu'on coordonne. Mais c'est vrai que si on s'intéresse au syndrome d'Ehlers-Patella, et pour cause, bah, on comprend vite pourquoi c'est peut-être intéressant d'avoir quelqu'un qui coordonne, parce que la prise en charge, il n'y en a pas qu'une. Allez, si je fais la liste, les anomalies des ongles, l'atteinte des articulations, le rein, l'œil, l'os, les dents, la douleur, le psychologique, les autres. Vous en reparlerez un peu plus demain. Je ne me suis pas du tout étendue sur le côté digestif, puisque le docteur Gonod fera ça très bien demain, mais on pourrait aussi en parler parce que c'est un peu nouveau d'ailleurs. La grossesse, c'est un peu à part, mais évidemment, c'est crucial. Le social. Et bon, c'est bien, il y a quand même marqué le recours aux associations de patients, heureusement, parce que sans vous, on ne ferait pas grand-chose, je crois. Donc, voilà, tout ça, je mets au défi un seul médecin d'avoir toutes les compétences pointues dans chacun de ces domaines de prise en charge. En revanche, ce n'est pas ce qu'on demande à un médecin de coordination, qui peut être le pédiatre, mais qui peut être le médecin traitant. En fait, à la base, le rôle du médecin traitant, c'est ça, entre autres. Ça a été pensé un peu comme ça. Alors, tous les médecins généralistes ne se voient pas forcément comme des coordonnateurs de soins, mais ça devrait être leur job. Le problème, c'est que ça prend, enfin, c'est pas un problème, mais ça prend du temps. Et ce temps-là n'est pas très valorisé, pas très valorisable en médecine libérale. Donc, à l'heure actuelle, au vu de la pénurie et de la difficulté pour un certain nombre de médecins généralistes déjà de faire leur métier de tous les jours, la coordination, c'est vraiment quelque chose qui peut leur poser souci. Néanmoins, il faut qu'ils soient partie prenante parce que c'est complètement leur domaine. L'objectif, évidemment, de cette prise en charge, elle est alors, il n'y en a pas qu'un, hein, c'est de pouvoir dépister et de prendre en charge les complications médicales et chirurgicales du syndrome Nail-Patella. C'est quand même un minimum, c'est d'anticiper pour au moins que ces complications soit n'arrivent pas, soient prises en charge suffisamment tôt. C'est d'assurer par là même, une prise en charge précoce et spécialisée et qui, touche des domaines à la fois médical, mais surtout paramédical, je dirais surtout. Ce qui veut dire aussi parfois, réfléchir à comment on fait des montages financiers parce que c'est pas le tout de prescrire, mais il faut y avoir accès et bon, coordonner, c'est bien, hein, mais il faut avoir des gens à coordonner, ça, c'est un autre problème. D'avoir suffisamment de professionnels, c'est pas toujours évident. C'est aussi assurer un accompagnement global du patient et de sa famille et vraiment, je pense que le pédiatre pour ça est bien placé, mais c'est pas une question d'être pédiatre, mais ça fait partie de notre formation. On prend pas en charge théoriquement un organe. On on s'occupe, on prend en soin, le patient et sa famille. Et puis, voilà, plus globalement, c'est de coordonner toute la prise en charge, multidisciplinaire, qu'elle soit médicale et non médicale, ça j'en reviens à la fin. C'est aussi peut-être inciter à la prévention et à la prise en charge des comorbidités qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le syndrome, mais, bah, voilà, il peut y avoir d'autres problématiques, qui vont être intéressantes, prévention vaccinale, que sais-je, tabagisme ou autre. Informer les patients sur l'évolution des connaissances ou au moins adresser à qui peut, donner les nouveautés. Informer le médecin traitant et je le répète, l'idée c'est pas de le mettre de côté, même si on a parfois le sentiment que certains médecins généralistes, dès qu'ils entendent un mot, de syndrome génétique, vont avoir tendance à botter en touche en disant: «Ouh là, c'est trop compliqué, je peux pas m'en occuper». On peut les comprendre parce que, bah, voilà, quand on connaît pas, on a peur ou quand on connaît pas, on sait pas faire, on veut ne pas mal faire. Mais l'idée, au contraire, c'est de les mettre dans la boucle parce que pour le coup, un médecin généraliste, en général, il connaît à la fois le patient, l'enfant, ses parents, les grands-parents parfois. Il a parfois des éléments de contexte que, bah, le spécialiste, dans son CHU, il a pas toujours, quoi. Ça, c'est un objectif crucial. Aider le passage de l'enfance à l'âge adulte. Alors ça, c'est vrai dans toutes les maladies chroniques, pas que dans les maladies génétiques, pas que dans les maladies rares. La transition, c'est un vrai, vrai enjeu. On va dire qu'on est perfectible. Prenons le positif. Et puis, évidemment, l'idée aussi, c'est de pouvoir prendre en charge le conseil génétique si jamais, la question se posait.
Alors, il y a évidemment l'étape diagnostic. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça, en général, quand on parle de coordination, c'est qu'elle est déjà faite. Mais c'est clairement une étape cruciale qui est très variable en fonction de la porte d'entrée. Il y a la confirmation génétique qui est pas obligatoire, mais ça maintenant avec les progrès de la génomique, on a quand même beaucoup d'éléments, c'est assez rare qu'on n'y arrive plus et c'est toute l'importance de l'organisation en filière parce que déjà, il faut y arriver jusque-là. Il faut savoir qu'il y a des centres de génétique, il faut savoir où adresser, c'est là où le médecin traitant a clairement tout son rôle parce que parfois on n'arrive déjà pas jusque-là et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, ensuite, il y a l'évaluation de départ. Donc l'évaluation initiale. Et je déroule un peu l'importance de la coordination. Il y a l'atteinte des ongles. Alors ça peut être évalué par le médecin traitant, mais un pédiatre et la question c'est à quel moment est-ce que c'est pertinent d'adresser au dermatologue? Parfois oui, parfois non. Il y a l'évaluation articulaire qui est clairement fondamentale parce que c'est quand même souvent ça le point d'appel, le point de départ, mais c'est pas toujours. Il y a l'examen clinique évidemment, dont l'examen neurologique, c'est un minimum. Qui peut passer par de l'imagerie, que ce soit des radios. Alors maintenant, on a quand même la technique EOS que vous devez maintenant connaître, qui est cette, radiographie qui permet d'avoir un corps entier, qui est beaucoup moins irradiante, mais qui a quelques contraintes quand même et surtout, il n'y a pas partout. Exemple, CHU de Dijon, on ne fait pas. Voilà, donc il faut aller ailleurs. Mais qui peut aussi passer par l'IRM, le scanner, enfin ça va être, dépendant aussi de ce qu'on veut regarder, quelles que soient les articulations et ça pourrait être coordonné ou demandé par le médecin traitant ou le pédiatre, mais parfois l'orthopédiste, le rééducateur fonctionnel. Il y a évidemment l'atteinte rénale qui doit au moins être évaluée de manière initiale. Pas besoin nécessairement que ce soit un néphrologue ou un néphrologue pédiatre, mais en revanche, il va être dans la boucle s'il y a des anomalies, mais c'est là où ça revient au médecin traitant ou au pédiatre de coordination. L'atteinte ophtalmologique qui, vous le savez, est rare mais assez spécifique et qui doit être dépistée parce que tout ce qui est hypertonie, hypertension de l'œil ou glaucome à angle ouvert ne donne pas toujours de symptômes au départ. Donc, si on ne le recherche pas spécifiquement, on passe à côté. Et là, clairement, c'est l'ophtalmo, hein. Je ne connais pas de pédiatre ou de médecin généraliste comme ça qui va faire un examen de la tension oculaire. En revanche, bah, ça relève du rôle du coordonnateur d'indiquer à l'ophtalmo ce qu'il cherche. Parce que clairement, s'il adresse un enfant de 3 ans pour dire: «Il me faut un examen ophtalmo», il va sûrement faire la tension oculaire, mais il va pas forcément avoir le regard directement si on n'a pas précisé. L'évaluation musculaire et de la croissance, médecin traitant, pédiatre, kiné peut être intéressant, en particulier sur tout ce qui est force musculaire. L'atteinte osseuse se discute à ce moment-là de faire une ostéodensitométrie ou un examen biologique, pas forcément en systématique, mais ça se réfléchit. Et là aussi, c'est le médecin traitant, le pédiatre ou l'endocrinopédiatre. Quand même, j'arrive à un moment. L'atteinte dentaire, bon, à la limite, ça, c'est vrai pour tous les enfants. Tous les enfants devraient voir leur dentiste au moins une fois par an. Mais là, peut-être un peu plus fréquemment et surtout un peu ciblé. Donc, important de savoir vers qui on peut s'adresser chez quelqu'un qui connaît l'enfant, connaît la douleur, connaît les patients qui ont parfois besoin d'habituation aux soins. L'évaluation de la douleur, alors ça, c'est souvent plus compliqué parce que, bah, ça demande un peu de temps, puis ça demande de se poser, puis ça demande d'avoir un peu de confiance. Mais en tout cas, on y pense, il faut poser la question et là encore, on a, des spécialistes, on a des algologues, on a les centres de rééducation fonctionnelle, il y a des centres douleurs. J'y reviens après. L'évaluation génétique, bon, ça clairement, elle revient au généticien ou parfois au pédiatre du centre de génétique parce qu'on a aussi cette, casquette-là. Le côté digestif, bon là, j'ai fait un clin d'œil parce que je sais qu'on en parle demain, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins, mis en évidence parce que moins connu jusque-là, mais, il y a sûrement des choses à aller creuser. Ce que je veux dire par là, ça vous la connaissez cette évaluation initiale, elle est, très large. On n'est pas obligé de la faire en une fois, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup, mais il faut avoir vraiment en tête qu'à un moment, il va falloir se poser toutes ces questions-là et donc c'est tout l'intérêt du pédiatre de coordination ou du médecin généraliste de coordination, d'au moins de s'assurer que tout ça va être fait ou sera fait dans un temps qui est aussi celui de la famille et des patients. On n'est pas, toujours obligé d'aller tout de suite se précipiter chez le dentiste si manifestement il n'y a pas de plainte là ou qu'il y a une vraie phobie du dentiste, mais l'idée, ça va être de trouver le bon chirurgien dentiste. De la même façon, l'ophtalmo, on a sûrement intérêt à trouver un ophtalmo adapté aux enfants. Il y en a peu, mais quand on les a, ils sont précieux, alors, on les garde. Voilà, en tout cas, tout ça, ça se réfléchit en termes de timing et de choses appropriées. Puis après, il y a tout le suivi recommandé.
Alors, oui, le rôle du pédiatre, ça peut être ça, c'est de cocher les cases. Bon, théoriquement, en pédiatrie, chez un enfant qui a un L patella, il faut qu'il soit vu pour sa croissance tous les 6 mois. Ça tombe bien, hein, ça normalement, ça devrait être vrai pour tous les enfants jusqu'à 20 ans. Donc c'est pas pour le coup, il y a pas de recommandation supplémentaire. Sauf que là, on va essayer de faire en sorte que ce soit respecté. La pression artérielle, pareil. Normalement, elle devrait être faite, alors pas tous les 6 mois, mais les recommandations, c'est quand même de suivre la pression artérielle des enfants une fois par an, ou au moins à chaque fois qu'on les voit. Je suis pas sûre que tous vos médecins, fassent ça à tous vos enfants tout le temps. Mais parce que c'est pas évident, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a toujours des bonnes raisons. Et l'examen dentaire, le minimum en tout cas, c'est de regarder. Mais théoriquement, quand vous voyez un enfant, regardez un peu ce qui se passe dans sa bouche. Souvent, il vient en plus pour une pharyngite, une angine ou autre. Bah, on regarde, mais voilà. Tous les ans, il est de bon ton de consulter, alors soit au centre de référence, soit au centre de compétences. Si on en a un à côté de chez soi, si on n'est pas proche d'un centre de compétences, quoi qu'il y en a quand même maintenant à peu près dans toutes les régions, bah, il faut essayer de trouver quand même un centre, un peu référent qu'ils connaissent. Mais c'est là où ça va être toute la discussion, bah, est-ce qu'on fait ça tous les ans, tous les 2 ans et peut-être, on se fie au réseau de proximité si vraiment on a confiance. Mais quand même une fois par an pour une maladie rare, ça paraît raisonnable. Surtout que trouver des orthopédistes qui connaissent bien, bah, même dans certains centres de compétences, c'est pas toujours évident. L'évaluation de la douleur, là, on milite vraiment parce que des pédiatres qui connaissent bien la douleur, ça existe, mais il faut connaître, il faut savoir. Bon, cette bandelette urinaire et le dosage urinaire, ça peut se faire, sans problème dans n'importe quel laboratoire. En revanche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui relise et qui regarde. La pression artérielle et l'examen ophtalmo. Alors, très honnêtement, si je prends l'exemple de Dijon, par exemple, bah, j'ai une correspondante en ville qui est plutôt pas mal en tant qu'ophtalmopédiatre. Bah, j'impose pas forcément que les gens ils aient vu l'ophtalmologue au CHU. En plus, ils sont très bien, hein, le CHU de Dijon en ophtalmo, ils sont très, très compétents. C'est un peu l'usine, mais ils sont très compétents. Donc voilà, c'est puis après il y a d'autres choses. Mais voilà, ça c'est on peut aussi faire en fonction de son réseau local et ça peut être très bien aussi. L'évaluation psychologique, moi, me paraît souhaitable. Je pense que c'est bien quand elle est mise de manière systématique, parce qu'on a trop tendance à se dire: «Je vais voir le psychologue que si vraiment ça va pas». Les enfants, en général, ils suivent un peu leurs parents, mais ils ont pas forcément envie de parler et puis le psychologue, c'est pas que pour parler et puis c'est pas que pour les fous, mais si ça rentre dans une routine, c'est un petit peu comme les examens des organes génitaux. Ça, j'en parle parce que quand on attaque l'adolescent à 12 ans alors qu'il y a jamais personne qui lui a regardé les parties génitales, ça fait un peu bizarre. Or, ça fait partie des éléments de la croissance hyper importants chez l'adolescent, fille ou garçon. Bah, l'examen psychologique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si ça rentre dans une routine, le jour où ça va pas, on est peut-être plus en confiance pour commencer à faire un travail que si on n'a jamais vu la personne. Et puis, alors là, je milite quand même beaucoup pour les centres de compétences ou centres de référence, c'est la mise en place des aides sociales. Parce que rédiger un certificat médical pour la MDPH, c'est une certaine compétence, parce qu'on a la chance encore pour le moment d'avoir un certain nombre d'assistants de services sociaux. Alors ça existe dans les secteurs, hein, vous avez des assistantes sociales, de secteur proches du domicile, mais qui sont pas du tout spécialisés dans le suivi, de la maladie rare ou de la maladie chronique, qui sont parfois plus habilités sur d'autres domaines. On va avoir aussi des assistants sociaux dans les CESAD, les IME, et cetera, mais tous les enfants ne relèvent pas du tout d'institutions ou de services de soins, d'aide à domicile. Donc, bah, il faut se servir quand même des CHU pour ça. On a encore la chance d'avoir un certain nombre de financements, pas sans mal, hein, on pourra reparler du système public. Mais clairement, quand, les demandes d'aide sociale, que ce soit, travailleuse familiale, financière, prestations de compensation du handicap, enfin, sont estampillées centre de compétences ou centre de référence, on a peut-être quand même un accueil un peu meilleur bah, des gens qui font les décisions dans les commissions ou autres, que si c'est le médecin généraliste, tout seul, alors que peut-être il fera exactement le même travail très bien, mais ça n'a pas la même valeur. Je le déplore, mais c'est une réalité. Il y a aussi dans un certain nombre de centres de compétences ou de référence des propositions d'éducation thérapeutique du patient, très intéressant. À Dijon, on a 2 parcours qui fonctionnent bien, un parcours de transition
pour les enfants, alors soit avec déficience intellectuelle légère, donc là, c'est pas tout à fait ce contexte-là, ou troubles des apprentissages, et puis un parcours pour l'entourage des patients avec troubles du neurodéveloppement. Donc, vous voyez, actuellement, à Dijon, on n'a pas de proposition spécifique pour les enfants avec pathologie osseuse ou douleur. On serait bien preneur pour en développer, mais je vous avoue que ça prend beaucoup de temps et que, bah, on manque un peu de force vive. En revanche, on peut tout à fait faire de l'éducation thérapeutique en consultation. Il n'y a pas que des programmes qui font ça. Et puis dans le suivi recommandé, bah, tous les 3 ans, c'est quand même recommandé de faire un audiogramme. Alors je ne sais pas quels sont vos contacts avec les ORL. Nous, alors c'est bien, à Dijon, on vient d'avoir une super ORL pédiatre qui vient d'arriver, mais ce n'est pas sa spécialité l'audition. Donc elle se forme, elle fait bien le taf. À Besançon, par exemple, il y a 2 ORL pédiatres qui sont très fortes en audition, donc ça, on le sait. Globalement, ils ne refusent pas trop de faire les audiogrammes, mais c'est pas l'ORL qui va venir, vous chercher ou chercher votre enfant s'il faut le faire tous les 3 ans. Donc soit, bah, vous savez qu'il faut le faire et vous reprenez le rendez-vous. En pédiatrie, il y a pas besoin, hein, d'adressage, il y a pas besoin du médecin traitant. En théorie, jusqu'à 16 ans, il y a pas de questionnement d'adressage pour le remboursement et cetera. Mais bah, il suffit que, vous tombiez sur un ORL un peu zélé et qui a pas compris l'intérêt du suivi, bah, c'est là où le coordonnateur peut rentrer en ligne de compte. Je dis pas que les ORL font pas leur travail, c'est pas ça. C'est qu'actuellement, bah, on est comme tout le monde, il y a peu de soignants, beaucoup de patients et donc de temps en temps, on essaie de prioriser et donc avoir des arguments pour prioriser, ça permet de dire: «Oui, effectivement, cet enfant entendait très bien à 3 ans, il y a pas tellement de plaintes, l'école ça marche, ses parents» mais il y a quand même cette recommandation de suivi parce qu'on sait qu'il y a des atteintes et qui passent inaperçues très longtemps, ce serait dommage de passer à côté. Voilà et bah, ça permet aussi de faire progresser tous nos collègues et nous-mêmes, hein. Je veux dire, moi aussi, j'ai parfois des demandes exactement dans l'autre sens où on se dit: «Oh, de prime abord, oh, écoute, cet enfant va bien, je vais pas le voir, je vais pas l'embêter» et en fait, on va expliquer que, bah, si, parce que. C'est pas l'embêter, c'est faire du dépistage et là, ça rentre complètement dans, c'est l'indication de dépister. Alors, je parle quand même un peu du passage à l'adulte parce que quand même l'objectif du pédiatre, hein, c'est pas de suivre, l'enfant et puis de le lâcher à 18 ans et hop, c'est chouette, j'ai fait mon boulot. C'est quand même de s'assurer que cet enfant sera un adulte, dans la meilleure santé possible et donc il y a toute la question de la transition à l'âge adulte. Donc ça, occupe beaucoup. Alors c'est peut-être je sais pas si vous avez ce ressenti-là ou pas. C'est vraiment, vraiment une question qui occupe toutes les personnes qui s'occupent des maladies chroniques, en tout cas tous les pédiatres. On sait que c'est une étape, cruciale, qui est difficile à mettre en œuvre parce que, eh bah, le rôle du pédiatre, qu'il soit, estampillé coordonnateur ou pas d'ailleurs, à l'âge adulte, on en a peu. Il y a peu de en fait, ça revient aux médecins généralistes. C'est pour ça que vraiment je pense qu'il faut qu'ils soient dans la boucle, ces médecins généralistes, même en pédiatrie, même dès le départ, même si des fois ça vous fait peut-être suer d'aller voir, à la fois le médecin référent et le médecin traitant. Je dis pas qu'il faut les voir tous les 2 mois non plus, hein, mais Heu, parce qu'à l'âge adulte, on a peu de médecins référents. Il y a les généticiens, beaucoup de généticiens, je ne vais pas dire à l'ancienne parce que, ils vont me détester, elles ne sont pas si vieilles que ça, mais avaient cette double casquette de diagnostic et de suivi et c'est en train petit à petit de disparaître parce que, bah, la spécialité de généticien s'est beaucoup transformée, parce que le diagnostic explose et qu'ils sont de plus en plus sollicités, que ce soit dans le domaine des maladies rares, de l'oncogénétique, de que ce soit, anomalie de développement ou autre et donc si on veut assurer une capacité de diagnostic et justement éviter, peut-être des délais de consultation comme dans certains centres actuellement, hein, il y a des centres de génétique en France où on est en moyenne en première, délai, c'est 2 ans. Je prêche pour ma paroisse, mais à Dijon, on est entre 6 mois, 4 et 6 mois. Je vous parle pas des urgences diagnostiques, ça on en a, on va plus vite partout, mais voilà. Eh bien, bah, petit à petit, ils font moins de suivi parce que, bah, si vous faites du suivi, vous faites pas de diagnostic et inversement. En tout cas, vous en faites pas autant et on va pas réussir à monter, à décupler le nombre de généticiens. Donc il faut trouver des praticiens qui vont faire la même chose, qui vont être un peu des spécialistes de la pathologie, être capables de coordonner. On les trouve souvent ces médecins-là, bah, pareil dans les instituts, IME, au sein des CAMS, des DAMS. C'est souvent des médecins généralistes qui ont eu une appétence particulière pour bah, le handicap en général et qui vont s'être formés, un peu sur le tas. Ça existe pas, la spécialisation, médecin du handicap. Les rééducateurs fonctionnels, donc ça pourrait être des interlocuteurs intéressants dans le NEL Patella.
parce que les rééducateurs fonctionnels adultes, à la fois, ils ont ces compétences dans la prise en charge globale de l'articulation, le côté médical, le suivi de la douleur, mais ils sont très rares. Il y en a peu. Enfin, rares, il y en a peu. Donc, il faut trouver et je pense que c'est là où le médecin traitant, il doit reprendre son rôle de coordination et puis, le patient lui-même, hein, parce que quand je dis coordonner, bien sûr que les patients peuvent le faire. C'est juste qu'on a bien conscience aussi que la charge mentale, elle est immense et qu'on a déjà à se gérer soi ou à gérer ses enfants et il y a la vie à côté. Il n'y a pas que le médical, donc avoir quelqu'un qui soutient la coordination, ça permet aussi de se reposer sur ce domaine peut-être de temps en temps. Et puis évidemment, si on parle de l'âge adulte, il y a toute la question du devenir professionnel et des examens qu'on peut mettre en place, que ce soit l'ostéodensitométrie, l'audiogramme, au moins de référence, avec un suivi qui s'organise aussi à l'âge adulte. Pareil, alors tous les 6 mois, l'examen dentaire, c'est un peu challengeant, hein. Alors ça ne sera pas fait par un dentiste, je ne crois pas. Donc il faut quelqu'un qui regarde, quand même régulièrement la bouche. Tous les ans, alors, je vais être très sexiste, ne m'en veuillez pas. En général, les dames, c'est facile. Si elles ont une pilule, une contraception, elles sont vues une fois par an par le médecin. Les messieurs, quand ils trouvent qu'ils vont bien, ils y vont peut-être moins. Donc, si voilà, c'est en fait, quand il y a besoin de se faire prescrire quelque chose, on va chez le médecin. Quand on n'a pas besoin d'ordonnance, c'est plus compliqué de s'astreindre et de se dire: «Je vais y aller une fois par an», sauf si on a compris. Sauf si on se dit: «Oui, vraiment», pas si on a compris. Si on perçoit qu'y aller régulièrement, ce sera plus bénéfique pour soi que de ne pas y aller. Pas une question de compréhension. En général, on sait, on a compris. C'est plus comment on le ressent. Est-ce qu'on est convaincu que ce suivi-là sera plus bénéfique que de ne pas le faire? Après, on a le droit de pas le faire, hein. On est libre de se soigner ou de pas se soigner. Le tout, c'est de savoir la balance bénéfice et risque. Et puis pareil, tous les 3 ans, ce serait de bon ton de consulter au centre de référence ou au centre de compétences. Je vous avoue que moi, j'ai pas encore réglé la question. Je sais pas à Dijon, j'ai des idées, mais je sais pas bien à qui je vais adresser les jeunes qui arriveront à l'âge adulte. Mais je vais trouver d'ici là. Je vais trouver parce que je sais bien que je vais avoir un référent, mais je voudrais un référent qui fasse, les choses bien. Ça peut être le rhumatologue, c'est plutôt pas mal parce que c'est aussi le spécialiste de l'os. L'orthopédiste, alors ça, souvent, c'est facile parce que les orthopédistes, pédiatres, ils gardent à l'âge adulte. Parce qu'ils considèrent que c'est eux qui savent et c'est pas faux. Mais bon, on va peut-être pas voir l'orthopédiste pédiatre à 45 ans ou 50 ans, je sais pas. Et puis il y a tout ce qui est la question de la douleur, donc ça, on a quand même un certain nombre de centres de la douleur qui prennent en charge les enfants et les adultes. Donc ça, souvent, le relais, il se fait assez naturellement. Le suivi de la bandelette urinaire, le suivi rénal, ça peut tout à fait être fait par le médecin généraliste. Le tout, c'est que le médecin généraliste soit bien convaincu qu'il faille faire cet examen une fois par an. Mais ça, ils le font très bien, il y a aucun problème. Et puis l'examen ophtalmologique, le tout, c'est de prendre le rendez-vous suffisamment longtemps à l'avance. C'est surtout ça, c'est d'y penser. Et puis il reste les aides sociales où déjà que c'est un petit parcours du combattant chez l'enfant, je connais pas très bien chez l'adulte, mais je me doute que c'est pas si simple. Donc c'est ça, c'est vrai, là c'est la question, qui coordonne? Le généticien, le médecin traitant, le patient? À voir. Et ça, il y a pas une seule réponse. Ça va toujours être une réponse, localisée et personnalisée parce que, en fonction de là où vous habitez, en fonction de là où vous vivez, de l'hôpital tel qu'il est organisé. Quand on est, à Lyon, à Paris ou à Dijon, évidemment les, offres de soins ne sont pas les mêmes. Donc c'est aussi quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui peut au moins, centraliser ça. Et puis, il y a tous ces enjeux. Alors je crois que ça, je vais rien vous apprendre, vous les vivez en plein. Mais moi, c'est bien, ça m'a fait une piqûre de rappel de me dire, pourquoi je fais ça. Je pense que chaque étape du développement, chaque phase difficile, elle peut nécessiter un accompagnement, mais qui va prendre, une forme différente en fonction des moments. C'est forcément un processus continu, hein, c'est pas voilà, on s'arrête pas. Je pense qu'il faut penser je pense voilà, il faut surtout accompagner aussi les parents et les patients, mais aussi les soignants de proximité. Clairement, le rôle de l'association de patients, elle est cruciale. Quand il y en a une, là, ça tombe bien, il y en a une. Donc oui, c'est une vraie aide et ce soutien psychologique, je reviens toujours dessus parce que c'est toujours vu comme la dernière roue du carrosse. Quand il y en a un qui fonctionne bien, il aide vraiment et là encore, quand on s'en sert, en tout cas, quand on sait qu'il est là et qu'il est, un peu dans le coin quand tout va bien, on a plus de facilité à s'en saisir quand ça va pas. L'inverse est un peu plus dur. Après, il y a toute la question de, comment on fait financer tout ça? Le psychologue, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, donc quand vous êtes dans le centre de compétences, c'est dans les frais de fonctionnement de l'hôpital. Si c'est en libéral, il faut trouver le montage financier. Tout ça, ça peut être quand même
pas négligeable. Et alors, je outrepasserai pas mon rôle. Moi, en tant que médecin, je connais pas tout ça. Mais en revanche, je sais vers qui je peux réadresser, d'assistantes sociales, de structures, d'associations pour aider. La prise en charge globale, ça passe forcément par une coopération pluridisciplinaire et c'est tout l'intérêt en tout cas, alors moi, de par ma formation, je viens de Dijon. Je suis restée à Dijon, j'ai fait mes études à Dijon. Je suis partie 2 ans à Toulouse quand même pour me former parce que Dijon, c'est pas assez grand et je suis revenue. Ce qui fait qu'en pédiatrie, je connais à peu près tout le monde. Chez les docteurs, un peu plus surspécialistes, d'organes, je les connais aussi pas mal et je suis pas toute seule dans le service de génétique, j'ai une et bientôt 2 super infirmières qui, alors là, ont un carnet d'adresses intra-hospitalier qui défie toute concurrence et donc quand on a vraiment besoin, on peut appeler pour, pas forcément avoir le rendez-vous plus tôt, c'est pas ça, mais s'assurer que le rendez-vous est bien pris, au bon endroit, au bon moment et surtout, bah, si, il y a une annulation, il y a un déplacement, un médecin qui est en garde. En tout cas, on essaie de mettre de l'huile dans les rouages pour que vous soyez prévenus. Évidemment, je suis plus en difficulté pour le faire sur les autres centres. Si on me demande des compétences sur Nancy, sur Lyon, il y a des gens que je commence à connaître, donc je peux faire, mais c'est vrai que le réseau, ça prend un peu de temps. Bon, bah, on se débrouille. On trouve toujours, on appelle, on essaye. Et puis, bah, je remets, le clocher au milieu du village. C'est les patients, hein, des fois, qui me donnent des trucs, qui m'ont dit: «Bah, tiens, j'ai trouvé, tiens, tel super dentiste, qui, consulte dans tel hôpital», et eux, hôpital périphérique, soi-disant, qui sauraient pas faire, bah, eux, ils font de l'habituation aux soins. Ah très bien, bah, je note, hop, carnet. Bah, vous devriez vous adresser, tel, pédiatre, spécialiste de tel ou tel organe, franchement, ça s'est super bien passé. Bah, voilà, ça sert aussi à ça et on apprend tous les jours. Donc clairement, hein, on essaie de travailler en réseau. Je connais aussi, ça c'est voilà, je connais aussi quasiment la totalité des pédiatres libéraux et quelques médecins généralistes de la ville parce que j'ai fait mes études ici. Bah, c'est toujours plus facile, hein, quand, on a un petit doute, hop, on appelle et voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de pouvoir reconnaître le handicap en fonction des conséquences du patient. Évidemment, c'est pas le ça vous le savez, c'est pas le tampon nez le patella qui va faire le handicap ou qui va faire la difficulté. C'est vraiment chaque patient est différent, il y a une énorme variabilité et ça aussi, ça permet parfois de remettre un petit peu les choses quand, j'ai d'autres interlocuteurs qui me disent: «Bon, mais alors, ça, c'est le syndrome ou c'est pas le syndrome?» Bah, en fait, ça peut faire partie du syndrome, mais le principal, c'est de prendre en charge le symptôme et d'aider la personne. Ça fait partie, bah, très bien, tu es au courant, ça fait partie, bah, faut prendre en charge. Ça fait pas partie, bah, l'enfant, il l'a quand même, donc il faut quand même s'en occuper. Voilà, donc on remet certaines choses en place. Et c'est là où, il y a aussi ce rôle-là. Alors ça, c'est plus ça fait pas partie de notre formation au départ, donc faut excuser parce que de temps en temps, on a des petits ratés, même beaucoup. Mais pareil, à Dijon, ça, c'est vraiment à mettre au crédit des 2 chefs de service. Il y a une vraie volonté de mettre en place, bah, une équipe et c'est pas partout, mais c'est aussi l'avantage des centres de compétences et des centres de référence. Il y a des financements quand même pour ça, où on a, un enseignant en activité physique adaptée, on a des assistantes sociales, on a des psychologues, on a les neuropsychologues, on a des ergothérapeutes. Ça permet, par exemple, de faire des bilans et ensuite de rediscuter avec les acteurs dits non médicaux, de proximité. Là, clairement, je ne peux pas vous donner de recette sur comment on coordonne parce que c'est forcément, localisation dépendante. Je crois quand même beaucoup au rôle des assistants de services sociaux, à condition qu'ils soient, sympas. Il y a toute la question de la scolarité, c'est pas du tout négligeable chez l'enfant. C'est clairement, quand même une énorme partie de sa vie. Et ben, en fonction des lieux, vous allez avoir si vraiment les situations bloquent, coincent avec la MDPH ou autre, il y a les équipes relais handicap rares qui peuvent être sollicitées, mais il y a d'autres régions où c'est plutôt des DAC. C'est finalement les réseaux qui petit à petit sont, transformés en dispositifs d'appui à la coordination. Il peut y avoir des systèmes d'hospitalisation à domicile. Alors, ça concerne peut-être assez rarement vos enfants, mais ça peut s'imaginer en post-opératoire ou en cas d'immobilisation un peu prolongée ou d'autres choses. Ça, c'est très variable parce qu'il y a des endroits où on fait de l'hospitalisation à domicile pour des enfants et il y a d'autres où clairement c'est hors de question. Ça dépend des ARS, ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis en place pour la coordination. Ça, je peux pas dire, on peut parfois critiquer les décideurs, les financeurs et cetera. Dans les agences régionales de santé, il y a quand même une vraie volonté de pouvoir financer la coordination. Ça, c'est vrai. La difficulté, c'est qu'il y a un moment, il faut avoir des gens à coordonner. Il faut avoir des professionnels à coordonner et ça peut pêcher un peu. Exemple, par exemple, les orthophonistes. C'est génial d'avoir des orthophonistes, ça permet de faire plein de choses. Il y en a pas assez.
Donc actuellement, quand j'ai des patients qui habitent hors de Dijon et qui m'expliquent que: «Vous vous rendez compte docteur, c'est pas possible, on a 1 an d'attente pour l'orthophoniste», je leur explique qu'à Dijon, on a 1 an d'attente. C'est la même chose. Voilà, il y a partout, c'est voilà et c'est pas bien et c'est très, très frustrant pour, je j'imagine pas pour vous, mais je vous assure que pour nous aussi. Voilà, mais on essaie de coordonner quand même et donc pour la scolarité, alors il y a quand même le lien avec la médecine scolaire. En moyenne, je crois qu'on doit avoir un médecin scolaire pour 2 à 3 000 élèves. Donc de toute façon, la médecine scolaire est en grande difficulté, mais il y a beaucoup d'infirmières scolaires. En tout cas, ça a toujours été payant quand, il y avait des difficultés d'intégration d'un enfant, quand on a pu faire une synthèse et ça, c'est complètement le rôle du médecin, par exemple, de centre de compétences. Ce qu'un médecin généraliste aura du mal à faire, c'est, et ben, l'école organise une synthèse s'ils nous préviennent suffisamment à l'avance avec le médecin scolaire, quand on participe, et c'est pas forcément le médecin d'ailleurs, ça peut être quelqu'un de l'équipe, souvent les difficultés, hop, disparaissent. Parce que en fait, bah, c'est comme souvent, hein, on s'est parlé de professionnel à professionnel et on a pu expliquer les choses et oh bah tiens, on parle le même langage. Donc moi je rechigne jamais à rédiger des programmes d'accueil individualisés. Alors c'est rarement pour donner des médicaments, mais ça peut être le cas, pour essayer d'argumenter sur des aménagements spécifiques. On n'est pas toujours très à l'aise au départ parce que clairement en tant qu'endocrinologue pédiatre, c'est pas mon truc de formation, mais on le fait. Il y a toute la question des programmes d'apprentissage personnalisés, s'il y a trouble des apprentissages. Mais là, c'est là où on a besoin des parents. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on n'est pas en capacité d'avoir toutes les coordonnées de toutes les écoles, de tous les directeurs, de toutes les académies. En revanche, dès que vous chopez la coordonnée de quelqu'un, nous, on peut intervenir. Et c'est là où, ça peut être l'infirmière de coordination, l'assistante sociale, moi, enfin voilà et heu et on y arrive. Surtout que l'idée, c'est quand même rarement de freiner la scolarité de l'enfant. En revanche, il y a des freins, il y a des angoisses, il y a des craintes, il y a des représentations de la part du corps enseignant, de la part de certains médecins scolaires. Il y a qu'en parlant qu'on arrive à aplanir. Il y a pas 36 solutions. Ça marche pas toujours, hein, mais en tout cas, c'est sûr que si on le fait pas, ça marche pas. Je parle pas du Nel Patella, mais par exemple, j'ai l'exemple en tête d'enfants qui ont un diabète, à qui on interdit encore d'aller à la piscine. Ça n'a plus aucun sens. Mais ça a été écrit dans d'anciens bouquins de médecine scolaire et cetera et donc on avait, bon elle est partie là maintenant, mais il y avait une médecin scolaire de l'académie qui était bien connue, qui, rédigeait une contre-indication absolue à toute, activité natation aux enfants qui avaient un diabète de type 1. Bon, après 50 discussions, c'est fini. Voilà, mais, il a fallu y aller et à plusieurs reprises. Donc, désespérez pas si jamais ça bloque pour vos enfants, là c'est notre rôle, clairement. En revanche, ça peut prendre un peu de temps. Et puis il y a le lien avec la MDPH, je pense que vous avez tous fait le parcours du combattant, soit pour vous, soit pour vos enfants, heu, des demandes qui sont perdues, des dossiers qui vont, trop lentement, des trucs qu'il faut redemander alors qu'on a fait la même demande 6 mois auparavant. Là, je peux pas dire qu'en tant que coordonnateur, on aplanit tout, mais en tout cas, on peut être là avec vous pour au moins authentifier et oui, quand même, l'expérience nous montre qu'on a moins de refus, je pense, que, quand ça vient du médecin généraliste et c'est comme ça. Quand ça vient des CAMS ou autres, en général, ça passe bien aussi. Donc OK, la coordination, bah, il y a le rôle du médecin, mais bon, c'est peut-être de cocher les cases, s'assurer que la liste, elle est bien faite. C'est parfois d'alerter, quand même de dire: «Ah attention là ça va pas», de se poser les bonnes questions ou de se poser des questions qu'on s'était pas posées et que vous nous amenez en consultation, bah, c'est très bien, ça fait réfléchir. De temps en temps, de trouver des idées et surtout de faire en sorte que vous ou vos enfants, ils restent au centre de tout ça et qu'on essaie de tous se parler, de tous, communiquer et ça, j'y crois beaucoup et puis en respectant, voilà. Après, vous avez le choix. Alors pour vos enfants, on laisse souvent moins le choix de dire, le suivi doit être respecté parce qu'on n'a pas envie de faire perdre des chances, mais en particulier à l'adolescence, parce qu'évidemment un enfant de 3 ans, c'est pas les mêmes enjeux qu'à 15 ans. Bah, des fois, ça m'arrive, des ados, qui ont pas envie d'aller voir le dentiste, tous les 6 mois ou tous les ans. Ben, on négocie, en fait. C'est quoi la sécurité et jusqu'où on va aller? Voilà et on négocie non pas pour négocier, mais parce qu'on veut s'assurer qu'il y ait ce lien qui reste et que le plus important, c'est qu'au moins il y ait de la confiance. Donc ça, pareil, c'est aussi l'intérêt de ce suivi et de se connaître petit à petit.
Donc je crois beaucoup au travail en équipe, je pense que vous aurez compris. Je suis pas la seule, et l'équipe, c'est aussi toute l'équipe du réseau, hein. C'est-à-dire que moi, quand je sais pas, bah, je m'adresse au centre de compétences, MOOC, aux collègues d'Andirard, aux autres surspécialistes. Je ne peux pas tout savoir, ça, c'est évident, mais en revanche, je peux quand même me renseigner pour avoir les informations.